le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Philippe de Vergos, créateur et co-animateur du monde de Tamagoria, un stage de développement personnel en pleine nature, une formation pratique et ludique en intelligence collective pour jeunes adultes et grands adolescents afin de les aider à redonner du sens à leur vie et à construire aujourd'hui le monde de demain. Je vous souhaite une belle écoute. Comment vas-tu, Philippe ? Bonjour Julien, très bien, merci. Très content de te rejoindre sur ce podcast. Merci. Est-ce que tu as passé une bonne journée ? Une journée très active. Je suis sur le terrain où se passe le monde de Tamagoria en pleine préparation de stage de juillet. Et donc, il y a beaucoup à faire et j'adore être là. Voilà. Ok. Alors, j'aime bien demander aux personnes que j'interviewe de se présenter avant qu'on commence notre échange pour qu'on comprenne en fait qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a amené à créer Tamagoria. Alors, qui es-tu, Philippe ? Question intéressante. Je vais essayer d'y répondre. Je cherche toujours moi-même qui je suis, d'une manière ou d'une autre. Donc, je m'appelle Philippe d'Aubergifos. Je suis ingénieur agronome de formation, sapeur-pompier par ailleurs, et thérapeute holistique, surtout dans le domaine du stress post-traumatique. Voilà. Et donc, depuis maintenant une quinzaine d'années, je pratique donc cette thérapie brève en mélangeant de la PNL, de l'hypnose, du shadow work et différentes techniques de soutien de personnes qui auraient vécu un stress ou un traumatisme. Et depuis maintenant donc 5 ou 6 ans, j'ai créé la fondation Tamagoria, qui elle-même soutient le projet du monde de Tamagoria, dont nous allons parler maintenant. Ok. Alors, j'ai plusieurs questions qui me viennent à l'esprit. Alors, déjà, pourquoi Tamagoria ? Pourquoi pas, déjà ? Le terme Tamagoria, en fait, il vient d'où ? Ça veut dire quoi ? C'est un nom que j'ai inventé, en fait, okay. Mais qui est un jeu de mots entre Tam et Agora. L'agora, c'est le fait de faire des cercles de parole, de communiquer, de travailler en groupe, en cercle, et de poser les besoins, les demandes dans un groupe pour faire que le groupe et les individus progressent. Et Tam, c'est le tam-tam, c'est la communication aussi, version ancestrale, le fait qu'on peut aussi communiquer sans mots, mais qu'il est important que chacun puisse trouver sa place dans un groupe, et cette place, on la trouve par la communication. Voilà. Ok. Alors, la personne qui nous a mis en relation, parce que moi, je ne te connaissais pas il y a à peine encore 72 heures, la personne qui nous a mis en connexion, c'est Armelle Six. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller sur un moteur de recherche et taper Armelle Six. Voilà, elle est autrice, conférencière. C'est une personne que j'apprécie beaucoup. Elle est déjà intervenue au Festival pour l'école de la vie qu'on organise à Montpellier. On en a parlé un tout petit peu en amont avant de commencer notre échange. Parce que c'est elle qui nous a mis en connexion et je voulais que tu m'expliques justement comment tu connaissais Armelle. Donc du coup, je suis désolé, je vais te faire répéter ce qu'on s'est dit en amont. Alors, comment vous êtes rencontrés ? Un peu par hasard, donc j'ai croisé la route d'Armelle sur un projet de cohabitat qu'un ami commun voulait développer en Belgique. Et donc c'était vraiment par hasard et ça a fait un tilt entre nous deux. On s'est revus par la suite pour échanger et très rapidement nous avons senti une énergie commune favorable et notamment donc je lui ai parlé de ce projet Tamagoria que j'avais dans mon esprit depuis très très longtemps en fait et que je mûrissais dans ma tête mais que je procrastinais, je reprends ton terme, dans sa concrétisation et j'appelle ma fée parce que c'est vraiment elle qui m'a simplement demandé mais pourquoi tu n'essayes pas ? Pourquoi tu ne te lances pas ? Et très concrètement, effectivement, je dis mais c'est vrai, pourquoi pas ? Et ça, c'est grâce à elle quelque part que j'ai osé
que j'ai eu l'audace de faire un premier pas dans cette direction. J'ai lancé le monde de Tamagoria sans avoir du tout d'endroit où aller, ni de quoi le financer, rien du tout. Et j'ai simplement suivi son conseil ou son inspiration. J'ai mis une annonce sur Facebook. 2-3 jours après, quelqu'un s'est inscrit. Et du coup, j'ai dit, mais non, je dois y aller, vraiment. Voilà. Et par un miracle extraordinaire, dans les semaines qui ont suivi, j'ai trouvé un endroit où le faire, j'ai trouvé de quoi le financer, une équipe pour animer, et tout s'est mis en route très, très naturellement, en fait. Et ce déclic, je le dois à Armel. C'est assez dingue. Enfin, pour moi, ça résume beaucoup ce que je dis de temps en temps. C'est-à-dire que quand tu es aligné avec ton chemin de vie, on peut appeler ça une mission de vie, qui tu es, généralement, les choses s'alignent quand même assez facilement et ça devient très fluide, quoi. Et c'est vrai que j'ai tellement d'exemples autour de moi le premier, mais j'ai tellement d'exemples de personnes qui ont vécu aussi la même chose, que ça peut paraître magique quand on l'écoute comme ça, mais c'est une vraie réalité, quoi. Et donc, un grand merci à Armel, du coup, d'avoir généré ce déclic auprès de toi, parce que tu vas nous raconter ce que c'est Tamagoria. Quand tu m'en as parlé, quand je t'ai eu au téléphone, j'ai trouvé ça génial dans l'idée. Et je suis pas sûr d'ailleurs je sais pas si tu as imaginé reproduire ça un peu partout en France, qui est plusieurs camps. Mais voilà, je trouve que l'idée est vraiment top. Donc, je te laisse en parler. Merci bien. Effectivement, il y a une première expérience qui se fait près de Verdun, donc dans le nord de la France pour l'instant, mais dans ma grandeur d'âme et d'énergie, j'ai vraiment envie que ça se multiplie dans d'autres environnements. Il y a un projet au Québec, il y a un projet en Belgique, mais en France également, ça pourrait se faire un peu partout. Il ne faut pas grand-chose pour créer le monde de Tamagoria. Il faut un endroit un peu sauvage, un peu isolé. Il faut des prairies, des bois et de l'eau. Et à part ça, tout le reste va être construit, conçu, imaginé par les participants eux-mêmes. C'est vraiment ça la base de Tamagoria. C'est une école de la vie pour une tranche d'âge que pour l'instant j'ai limitée à entre 16 et 26 ans, qui est l'âge de la transition. C'est un petit peu le chaînon manquant quelque part entre l'enfance et le monde adulte actif, où cette génération se cherche. Et elle se cherche dans un contexte particulièrement anxiogène, je dirais pour l'instant en tout cas. L'avenir fait peur, j'entends souvent ces jeunes me dire ça. Ils n'ont plus vraiment de projets construits, anticipés. Ils attendent de voir ce qui va se passer pour pouvoir choisir leur voie. Et donc, Tamagoria, c'est vraiment l'idée de leur donner l'occasion de s'introspecter et de concrétiser leurs rêves. Donc, d'imaginer vraiment le monde qu'ils voudraient vivre et pas seulement l'imaginer, mais le concrétiser, avoir la force de le rendre réel et puis avoir cette beauté d'y vivre heureux, d'y trouver le bonheur dont tu parles si brillamment par ailleurs, effectivement. Je rejoins vraiment cette idée-là. Et cette audace que moi-même j'ai eue en osant faire un premier pas sans du tout savoir vers quoi j'allais, en fait, c'est la première étape dans ce monde de Tamagoria. Ils devraient avoir l'audace de s'inscrire et de venir, et puis de voir ce qui se passe. Et ils vont construire eux-mêmes ce qui va se passer. Il n'y a pas de programme organisé, il y a rien au départ. Ils arrivent le soir, ils ne se connaissent pas forcément entre eux, et ils vont juste se rencontrer autour d'un feu. Il fait noir, il y a le feu, et c'est tout. Et puis, ils devront forcément s'organiser, travailler, vivre ensemble. Il y en a bien un qui aura faim, un qui aura froid, tous les besoins fondamentaux vont se révéler. Et c'est ça la méthode pédagogique de base, c'est que plutôt que d'avoir un enseignant qui va leur donner un programme préétabli, c'est eux-mêmes qui vont ressentir dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme, différents besoins, et ils pourraient décider de le faire chacun seul dans leur coin, c'est possible, il n'y a rien qui l'interdirait, mais ils vont se rendre compte que le faire ensemble, c'est nettement plus performant et puissant. Et donc, ils vont devoir poser leurs besoins, le dire, j'ai faim, j'ai soif, ou quoi que ce soit, et puis faire une demande explicite au groupe pour nourrir ce besoin, pour subvenir à ce besoin. Et chacun en aura, et chacun à son tour pourra prendre la parole dans ce cercle de parole autour du feu et vraiment commencer à se prendre en charge lui-même dans le respect de soi-même, c'est fondamental, mais aussi, bien entendu, dans le respect des autres. Ok, et ils sont combien ? Alors, l'idée, c'est qu'ils soient une vingtaine.
Hein. Pour l'instant, donc, c'est souvent par groupe de 8 ou de 10, mais l'idée, c'est qu'ils montent à 20, voire même 24 ou 30 éventuellement, et qu'ils s'organisent soit tous ensemble, 30 à la fois, soit par petites sous-communautés, si je puis dire, pour se spécialiser. Par exemple, certains pourraient avoir plus d'affinité avec le côté alimentaire pour faire du pain ou cultiver des légumes, d'autres plutôt dans la construction de cabanes ou d'autres choses. Chacun est libre et il pourrait éventuellement créer une sorte de guilde de différents arts et métiers, et chacun pourra leur développer ses talents. On parle de leurs talents, en fait, vraiment. Hein. Qu'est-ce que tu sais faire? Souvent, la réponse est je ne sais rien faire ou je n'en sais rien. Mais en fait, chacun a des grands talents. Hein, cachés, niés ou non reconnus, et ici ils ont l'occasion de les mettre en valeur, de les présenter aux autres, et pourront faire ce qu'ils veulent. C'est vraiment ça l'idée. Il n'y a pas de programme préétabli, je répète, il n'y a pas d'instruction, il n'y a pas de chef. Ils sont tous ensemble, et très naturellement, ils vont trouver des solutions à tous leurs problèmes. Voilà. Ouais, alors c'est étonnant pour avoir moi-même organisé quand même un certain nombre j'allais dire de stages en groupe. À partir du moment où il y a un groupe, on voit bien en fait qu'il y a une espèce de, c'est comme si c'était le microcosme de notre société, c'est-à-dire qu'on voit le leader, le mec qui est rigolo, la personne qui est un peu plus introvertie, celui qui est un peu MacGyver et qui saura faire plein de choses. Alors là, vraiment, je trouve une facette. Généralement, ça se passe comme ça. Moi, c'est des groupes de 12 et on voit en fait un peu ce que pourrait être notre société quelque part, quoi. Chacun représente bien la société. Donc j'imagine que ça va être le cas là pour les groupes que tu crées. Et donc du coup, ce que je me dis, c'est qu'il y a forcément un leader ou deux en fait qui sort du lot et qui commence peut-être à essayer d'organiser les choses, non? Mais en fait, la notion de leadership est assez intéressante à explorer. Pour moi, on n'est pas tout le temps leader ou jamais leader. Chacun est dans son leadership pour lui-même et peut prendre un rôle de leader dans un contexte bien défini. Et donc, l'idée, c'est qu'on leur donne des outils d'intelligence collective pour aller poser ça. Et s'il y a un projet à développer, il est logique que dans le groupe, quelqu'un se sente plus inspiré dans l'énergie d'aller porter ce projet et en deviendrait le leader. Mais ce n'est pas forcément lui qui sera leader tout le temps. Dans d'autres projets, dans d'autres énergies dynamiques, d'autres personnes pourront se révéler. Et par les outils d'intelligence collective, on va vraiment inviter chacun à prendre son leadership en main et à son tour, aller apporter cette énergie dans le groupe. Et donc, il n'y a pas un chef ou il n'y a pas un leader qui va se révéler spontanément. Ils vont tous l'être, mais à des dimensions, à des moments différents. D'accord, donc ce qui veut dire que tu disais au tout début qu'il n'y avait pas de programme, donc ils sont tous ensemble autour d'un feu, mais ça veut dire que toi et peut-être d'autres personnes encadrées quand même, vous êtes présentes tout autour, j'imagine. Alors nous sommes là, une équipe est autour d'eux, mais n'intervient pas directement. Bien sûr, s'il y a un danger évident, nous allons intervenir pour qu'ils soient en sécurité, ça c'est clair. Nous garantissons leur intégrité physique, psychique, émotionnelle. Mais en dehors de ça, on les laisse vivre leur vie. Par contre, comme ils vont avoir des besoins qu'ils vont apprendre à exprimer, ils vont traduire ces besoins en une demande. Et la demande, soit ils la tournent dans le groupe et le groupe trouve une solution seul, soit ils ont besoin de notre soutien. On parle de soutien inconditionnel parce qu'il n'y a pas de jugement derrière. Mais ils viennent vers nous, vers l'équipe qui encadre, pour faire une demande, et nous allons leur demander de motiver cette demande, d'argumenter quelque part. Et on va leur apporter des outils pour pouvoir traiter ces demandes tous ensemble. Par exemple, il y aura un outil pour aller effectivement choisir qui serait le leader pour porter une demande. Il y a des outils pour aller prendre une décision ensemble. On parle de sociocratie qu'on va leur apprendre. S'il y a des conflits, et forcément il y en aura, c'est logique qu'il y ait des tensions entre eux, on va leur apporter la CNV, la communication non violente, pour traiter ces conflits, ces différentes tensions, pour gérer leurs émotions. Et on leur apprend tout ça. Et c'est là le rôle des équipes d'encadrants ou d'animateurs. Mais nous ne sommes pas vraiment avec eux tout le temps, nous sommes disponibles, c'est eux qui viennent vers nous demander une aide ou un soutien, ce n'est pas nous qui allons faire de l'ingérence et entrer dans leur groupe sans leur consentement. D'accord. Alors typiquement, comment ça se passe? On va, je sais pas, isoler la CNV. Tu dis qu'à un moment donné, vous allez leur apprendre comment communiquer. Typiquement, comment ça se passe quand vous êtes là
dans cette idée de transférer ce que pourrait être la CNV ou des outils justement de communication entre eux. C'est quoi? Il y a un atelier qui est mis en place? C'est une discussion verbale? Ça se passe comment? En fait, il y a deux aspects. Donc, tous les matins et tous les soirs, il y a une agora. Donc là, on se met en rôle méta par rapport à la vie du groupe, hein, et chacun a l'occasion de prendre la parole et de poser ce qu'il a en lui. On fait un checking où on pose ses émotions, on partage où on en est, eux comme nous d'ailleurs, et puis il y a un thème qui est abordé par rapport à différents besoins et par rapport à leur niveau de compétences ou de connaissances qu'ils auront acquises durant l'expérience. Et on passe de couleur en couleur, le modèle se décline sur 7 couleurs, et chaque couleur correspond à un socle de compétences. Et ça, c'est le premier aspect. Et puis, on va vraiment vivre avec eux dans le sens où on va apporter l'outil au moment où le besoin se fait ressentir. S'il y a un conflit qui se déclare entre deux personnes, ce qui arrive quasiment chaque fois forcément, qu'ils ne sont pas toujours dans la même énergie, ils vont avoir une tension, un souci. Là, alors, on va leur montrer une technique pour gérer ce conflit, et la CNV en l'occurrence ici, pour aller traiter leur tension. Et donc, une fois qu'ils l'ont fait une première fois avec nous, une seconde fois éventuellement, ils vont le faire tout seuls entre eux. Et donc, ils pratiqueront directement ces outils. Et c'est ça la différence par rapport à une école, je dirais, classique. Ils vont avoir envie d'apprendre ces techniques parce qu'ils en ressentent le besoin. Et donc, nous avons une mallette avec une centaine d'outils de sociocratie, d'intelligence collective et d'autres choses, dont on va sortir uniquement l'outil au moment et par rapport aux besoins qui a été identifié. Oui, c'est ce que tu appelais au tout début, finalement, l'école de la vie, quoi. Ils sont là, ils vivent des expériences en permanence, et on a tous bien conscience que c'est par l'expérience qu'on apprend 100 fois plus. Exactement. Et donc, du coup, oui, j'imagine encore plus l'idée de transférer comme ça des outils. On est tellement entouré d'outils, je trouve, justement, dans la gestion de groupe, dans la communication, dans beaucoup de choses, que là, oui, effectivement, ça peut être un bon tremplin, en fait, pour transférer tout ça, quoi. Mais du coup, ça me laisse sous-entendre que ces enfants, ces jeunes qui viennent sont déjà très motivés, en fait, parce que s'ils sont déjà motivés, je me dis, tu sais, c'est un peu comme si demain, tu décidais d'aller voir un psy, par exemple, tu as fait 50%, voire 60% du travail, parce que déjà, toi, tu as envie, en fait, d'aller dans cette direction. Finalement, après, il te reste 30 à 40% pour aller vers, je sais pas, un état de guérison, ou si c'est un psy, pour passer à, je sais pas, un traumatisme que tu vas réussir à faire disparaître. Donc, ces jeunes-là, ils sont quand même déjà motivés avant d'y aller, non, j'imagine. Ah, forcément, c'est leur décision de venir ou de ne pas venir. Ils doivent s'inscrire, c'est une première étape. Donc, ceux qui ne seraient pas dans cette demande déjà conscientisée avant l'expérience, on ne les verra peut-être pas. C'est un paradoxe par rapport à ce projet-là, hein. Mais quand même, par rapport à leurs parents ou d'autres personnes pourraient leur conseiller de venir aussi, les inviter à s'inscrire, mais c'est leur choix personnel de venir ou de ne pas venir. Ça, c'est un fait, c'est la base de tout. Donc, quand ils viennent, ils ont forcément une énergie, une dynamique déjà de s'introspecter, de vouloir progresser, bien évidemment. Mais vraiment, je voudrais ouvrir la porte à tout le monde. Il n'y a aucune sélection dans qui peut venir ou pas venir. On demande juste qu'ils soient motivés pour vivre l'expérience et qu'ils acceptent quelques règles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de propriété individuelle, par exemple. Donc, ils vont être... on leur prend leur téléphone, on leur prend leurs vêtements personnels, on prend tout. Et on leur fournit tout ce dont ils auraient besoin sur demande. Et donc, ils vont vraiment retrouver une simplicité volontaire, c'est un des concepts de base. Ils vont devoir réinventer toutes sortes de solutions par rapport à tous les besoins qui sont là, sans aucun tabou. Et donc, pour ceux qui s'intéresseraient quelque part à ce genre d'expérience, même s'ils ne se sentent pas encore prêts ou qu'ils ont peur, en fait, de ce genre de choses, ils peuvent quand même y réfléchir qu'il n'y a aucun risque ici, on sera vraiment avec eux, mais simplement, ils devront avoir juste cette part de risque à prendre en disant, allez, j'y vais, je ne sais pas ce que c'est, mais on verra bien. Hein, en sachant bien qu'ils peuvent quitter l'expérience quand ils en ont envie. Hein, il n'y a aucun problème pour nous, mais on les invitera vraiment à aller le plus loin possible pour aller au fond de leur propre progression, un développement personnel. Et la dernière étape, c'est la couleur violette, qui est la mission de vie. C'est clair que lorsqu'on les voit le dernier jour partager avec le groupe ce qu'ils auront
découverts sur eux-mêmes et ce qu'ils veulent faire de leur vie. Je suis en pleurs chaque fois en entendant ces jeunes qui partagent ça. Ils arrivent le premier jour, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie, ils sont perdus, ils sont en perte de repères, dans une éco-anxiété ou autre assez forte. Et le dernier jour, ils repartent avec un sourire, une lumière, un rayonnement extraordinaire. Et donc, ces 15 jours de stage les transforment. Il y a un avant et un après cette expérience pour tout le monde, pour chacun. Et donc, ceux qui hésitent, je dirais, allez-y, venez voir. Si vous n'aimez pas, vous repartez après 2 jours, 3 jours, 10 jours, c'est votre libre arbitre, c'est votre choix, mais essayez au moins, voilà. Ok, donc si je comprends bien, il y a quand même un objectif derrière, au-delà de la connaissance de soi, c'est de repartir avec des idées plus claires et plus précises de ce qu'on a envie de faire pour l'avenir, c'est ça ? C'est absolument ça. Donc, on n'impose rien, il n'y a aucun dogme derrière. Hein. Nous ne jugeons rien par rapport à leur personne, par rapport à leurs idées. Hein. Nous respectons le libre arbitre de chacun, c'est important à poser. Hein. Mais tout le monde est bienvenu, et forcément, entre eux, ils auront des divergences de points de vue sur différents sujets. Et comme il n'y a aucun tabou, on va vraiment les inviter à partager ça dans le groupe. C'est vraiment important. Et puis, il y a une progression dans cette éducation citoyenne, comme je l'appelle. Hein. Donc, la couleur rouge, première couleur, c'est l'audace, prendre le risque d'abord de venir, et puis de poser ses besoins, sans peur du jugement. Hein, c'est vraiment important. Et puis, la seconde couleur, c'est l'orange, c'est la couleur de l'exploration. Bien souvent, quelqu'un a déjà une solution préconçue avant même de poser son besoin. Ici, nous allons les inviter à revenir à ouvrir le champ des possibles et entendre dans le groupe d'autres idées que celles qu'ils auraient déjà en tête eux-mêmes. Hein. Ensuite, ils vont arriver dans la couleur jaune qui est celle de l'engagement, où là, ils vont devoir assumer les conséquences de leurs actes, de leurs paroles, hein, ou de leurs non-actes, hein, et vraiment de se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls sur Terre et que leur personne a un impact sur les autres et réciproquement. Et ça demande donc de s'engager à être dans la coopération, dans la solidarité, ou pas, ce sera leur choix. Et puis quand ils ont découvert tout ça, forcément, ils vont se rendre compte que le monde n'est pas un monde infini, que les ressources sont limitées, et ils devront apprendre à gérer les ressources. Et volontairement, chez Tamagoria, ils vont manquer de ressources. C'est pas qu'il n'y en a pas, il y en a partout. Ils sont dans un univers de forêt, de prairies, il y a un verger, un potager, il y a plein de choses, ils peuvent survivre. Mais ils auront quand même, ils seront confrontés aux limites d'un monde fini. Ils devront donc apprendre à les gérer en âme et conscience, faire du zéro déchet, faire de la durabilité dans la consommation, ne rien consommer, ne rien polluer en fait comme ça. Et ils vont apprendre ça pour les ressources extérieures, mais aussi pour les ressources intérieures. Leurs émotions, toute leur énergie interne, ils vont apprendre à la gérer. Voilà. Ça, c'est la couleur verte. Et puis, quand on découvre tout ça, il y a de la peur qui apparaît en général. Hein. Serais-je capable de, oserais-je faire ceci ou cela? Et la couleur bleue, c'est ça, c'est leur apprendre à mettre la peur devant eux, la poser dans le groupe, oser dire j'ai peur. Et là, c'est le rôle alors de l'équipe encadrante, de les aider pour aller creuser ce qui est la blessure derrière la peur, et puis de leur faire poser un choix. Est-ce que je décide de la subir ou est-ce que je décide de la transcender? Ça, c'est la couleur bleue. Puis quand ils ont fait ça, ils vont se rendre compte que vivre en groupe, en ayant osé poser ses besoins et ses peurs et tout ce que j'ai expliqué, demande des règles. Et même si on décide qu'il n'y a pas de règles, c'est déjà une règle. Et donc, ils vont se confronter à ça et devoir choisir dans quel mode sociétal ils veulent vivre. Est-ce qu'ils veulent une dictature, une démocratie, rien du tout? Enfin, voilà. Et tout ça, on va leur apprendre par des processus, par des exercices, à le mettre en place, mais de nouveau par rapport à leur propre vie dans le groupe. Très clairement, ils vont décider comment ils s'organisent pour faire à manger, pour se loger, pour leur hygiène, pour tout. Ça, c'est la couleur indigo, c'est le cadre. Et puis quand ils ont fait ça, ils ont créé un monde, leur monde de Tamagoria. Qu'est-ce qu'ils veulent en faire? Quelle est leur contribution dans ce monde? C'est ce que j'appelle la mission de vie. Et cette mission de vie, c'est une sorte de retraite qu'ils vont faire, une quête de vision qu'ils vont faire s'ils le veulent, pour aller vraiment ressentir pourquoi suis-je né, qu'est-ce que je pourrais apporter dans ce monde pour le rendre meilleur. Le slogan de Tamagoria, c'est « Imaginer un monde meilleur ». C'est avoir la force de
passer de ce rêve à une réalité concrète, et puis avoir la beauté d'y vivre heureux. C'est vraiment ça le slogan. Ils vont le vivre vraiment eux-mêmes. Et à la fin du stage, l'idée, c'est qu'ils repartent avec cette mission de vie pour la pratiquer non pas seulement chez Tamagoria, mais aussi dans leur vie réelle. Et qu'ils transpirent, ils rayonnent cette nouvelle énergie qu'ils auront découverte en eux-mêmes pour aller faire vraiment concrètement quelque chose de leur vie dans le monde et faire en sorte que ce monde soit le leur déjà et soit meilleur que ce qu'on vit aujourd'hui. Ouais, c'est magnifique. Quand tu disais que quand le stage se termine au bout de 15 jours, bon, ils sont tous à l'unanimité complètement transformés. J'imagine que c'est encore un peu récent pour avoir du feedback et voir si ça se maintient, tu sais, sur du long terme et savoir un peu ce qu'ils deviennent en fait quelque part dans notre société. Est-ce qu'ils ont créé une entreprise? Est-ce qu'ils ont intégré une entreprise par exemple qui a du sens? Quel sens ils donnent à leur vie? Enfin, tu vois, toutes ces questions là qui me viennent à l'esprit. Peut-être que c'est encore un peu prématuré, non, d'avoir le feedback. Il y a quand même un retour depuis 3 ans que ce stage existe. On a quand même un suivi des premiers participants et effectivement, il y a un suivi après le stage. Donc, on se revoit après et pendant 6 mois en tout cas, ça c'est mon engagement. Tous les mois, il y a un contact, s'ils le désirent, bien sûr, c'est selon leur choix, pour vraiment voir ce qui se passe et les soutenir s'il y a quelque chose qui se passe dans leur vie dont ils auraient voulu partager ou voir avec nous. Et donc, il y a vraiment un suivi et je pense que 100% des personnes qui ont fait le stage ont vraiment repris une énergie positive pour s'engager dans le monde, avec des projets très, très variés. Certains, c'est pour aller travailler, d'autres pour aller explorer le monde. Vraiment, tout est possible, mais vraiment, j'ai ressenti en chacun d'eux une nouvelle énergie pour se responsabiliser, en fait. Ils se rendent compte que le monde ne pourra pas survivre sans eux, qu'ils ont un rôle à jouer, mais c'est eux qui devront définir dans quelle direction ils veulent aller. Et ça, vraiment, je le sens encore maintenant. Certains sont revenus l'année suivante pour refaire un stage, pour approfondir ça. C'est une spirale dynamique. Donc, ils peuvent revivre ça plusieurs fois. La première année, ils découvrent, sous forme de jeu, si je puis dire, ces différentes couleurs et compétences. La deuxième année, quand ils reviennent, ils ont déjà acquis les premiers concepts et peuvent alors le pratiquer. Et aussi, j'aime beaucoup l'idée de transmettre aux nouveaux. C'est la couleur blanche qui est la fusion de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel que je viens d'énumérer. Toutes les couleurs, ça forme le blanc. Et ce blanc, c'est la dimension de la transmission. C'est comme dans la méthode de Montessori, où l'enfant va chercher la compétence là où elle se trouve, et d'abord chez ses pairs, pas forcément chez l'enseignant. Il va aller observer un plus ancien qui a déjà appris à lire, à écrire ou autre chose, il va voir comment l'autre fait, et cet enfant qui a déjà acquis une compétence va spontanément la transmettre à un plus jeune. C'est vraiment ça qu'on veut leur faire comprendre. Ils sont non seulement des acteurs pour leur propre vie, mais ils sont aussi des moteurs pour la vie de ceux qui leur sont proches. Est-ce que, parce que pour moi ça me paraît fondamental, donc c'est une superbe idée, hein, une fois de plus, de les amener à conscientiser qu'on a cette responsabilité citoyenne, chacun et chacune, de prendre soin en fait de notre planète. Ça, pour moi, c'est une évidence. Mais j'ai envie de dire, avant d'essayer justement ou de tendre vers cette direction, pour moi, il faut déjà prendre soin de sa propre écologie en fait intérieure. Est-ce que c'est dans cette dimension aussi que tu les amènes, ou il faut en priorité déjà penser à soi, s'occuper de soi, prendre soin de soi, pour encore mieux justement prendre soin des autres et notamment de la planète? Je pense qu'ils s'en rendent compte très rapidement. Ils ne pourront jamais être en soutien ou aider quelqu'un d'autre s'ils ne s'aident pas d'abord eux-mêmes. Et c'est ce qu'on appelle de l'égocentrisme constructif. C'est pas ne penser qu'à soi, au contraire, c'est penser à soi et aux autres. Mais il faut quand même d'abord être sain ou être bien soi-même pour pouvoir le faire. Et donc, notre démarche, et c'est là l'équipe qui encadre sera vraiment attentive à ça, pour aller les observer quelque part, être vraiment sensible à ressentir leur énergie, leurs émotions, et à les inviter vraiment à lâcher ça. Une émotion, la peur, la colère, tristesse ou joie, c'est un message en fait. Et dans le monde, je dirais, réel, on leur apprend à ne pas écouter ces émotions, à faire comme si elles n'avaient pas. Ici, au contraire, on leur apprend à les exprimer, à les lâcher, mais le fait de manière saine. La colère, c'est pas de la violence. On leur fait comprendre la différence entre les deux, par exemple. Et quand on a perdu quelque chose, faire son deuil, ça passe par la tristesse. C'est fondamental d'avoir cette phase de tristesse pour pouvoir passer à autre chose. Et tout ça, on leur apprend.
vraiment. Et donc, ils prendront soin d'eux-mêmes d'abord, ils écouteront leur corps pour pouvoir écouter leur cœur et ensuite construire dans leur tête quelque chose. Hein, vraiment, les trois étapes sont fondamentales. Les trois cerveaux dont on parle, hein, un dans le ventre, un dans le cœur et un dans la tête, et on repart du cerveau du ventre d'abord. Et quand ils auront fait ça, forcément, c'est logique, quand un dans le groupe a pu lâcher sa colère, sa tristesse, sa peur ou sa joie dans le groupe, que le groupe peut l'accueillir sans jugement, très très naturellement, les autres apprendront à faire pareil. Et en quelques jours, l'énergie du groupe va vraiment se construire, se transformer fondamentalement, et ils repartiront avec ça chez eux par la suite pour, dans le monde réel, faire pareil. Et là, tu pointes du doigt quelque chose pour moi qui est très intéressant, que je dis très souvent, c'est, tu sais, c'est un peu la preuve, pas l'exemple quelque part, quoi. On pourrait prendre aussi l'exemple dans une famille. Imaginons demain, on prend une famille, donc un couple avec des enfants, et demain, parce que bon, c'est souvent la femme quand même qui part dans cette dimension de s'intéresser à elle, de prendre soin d'elle. C'est quand même majoritairement des femmes quand même à l'heure d'aujourd'hui qui s'intéressent au domaine du développement personnel, la connaissance de soi. Imaginons, elle se prend en main et commence à mettre en place des outils en fait qui sont bons pour elle, pour son corps et pour son esprit. Assez rapidement, normalement, ça va inspirer justement le reste de la famille, c'est-à-dire le mari et les enfants. Et on voit bien en fait que je reviens à ce que je disais en amont, c'est-à-dire cette responsabilité citoyenne qu'on a chacun et chacune, déjà dans un premier temps d'inspirer en fait la meilleure version de nous-mêmes, parce que potentiellement, rien qu'en étant bien nous-mêmes, on inspire les autres à faire la même chose. Et c'est ce que tu es en train de dire aussi quelque part. Absolument, oui. Je pense que beaucoup d'hommes, autant que les femmes maintenant, s'intéressent plus à cette introspection et vont apprendre à poser leurs émotions aussi. Mais c'est vrai que historiquement, dans le monde patriarcal que nous connaissions il y a quelques dizaines d'années en tout cas, il y avait une sorte de clivage entre les genres. Mais je pense, et heureusement d'ailleurs, que ça s'amenuise progressivement et qu'il y a beaucoup moins de différences qu'avant. Hein. Et on leur apprend vraiment, c'est ouvert à tout le monde ici, filles, garçons ou autres chez nous, et ils vont vraiment apprendre à être à l'écoute de l'autre, indépendamment de son genre ou de son sexe. Hein, première chose. Bien sûr. Vas-y, tu voulais dire un truc. Et donc, cette approche vraiment permettra de modéliser en fait chacun pour soi et d'apprendre aux autres comment faire. Et vraiment, chaque fois, ça marche de manière extraordinaire. Le premier soir autour du feu, forcément pendant 1 heure ou 2, ils auront un comportement un peu plus social, comme on leur a appris dans le monde réel, si je puis dire. Puis très rapidement, ils vont dépasser ce stade-là pour parler vraiment d'eux-mêmes avec leur cœur. Et le matin suivant, quand on leur fait la première agora pour faire un check-in où chacun devra prendre la parole pour partager ses émotions d'abord, ils sont un peu surpris au début, mais ils vont découvrir très rapidement l'intérêt que ça a. Hein. Dans beaucoup d'écoles, maintenant on fait comme ça aussi, l'école Montessori ou d'autres, on commence la journée par un checking où on médite, où on fait quelque chose comme ça pour pouvoir sentir son corps, ben ils vont le vivre ici. Mais la différence par rapport à une école, j'insiste, c'est que c'est pas qu'on leur a dit de faire comme ça. Ils vont le ressentir eux-mêmes que c'est important de faire comme ça, parce que nous avons créé dans cette dynamique de ce stage ces besoins, ce retour à ces besoins fondamentaux. Voilà. Et on s'inspire de Maslow très très simplement, une pyramide des besoins que tout le monde connaît, je pense, qu'on peut contester par ailleurs, mais c'est pas ça l'idée ici. On prend ce modèle très très simple et étape par étape, niveau par niveau, on leur fait poser et conscientiser les besoins. Et au départ, ils auront faim, ils auront froid. Et en partant à la fin du stage, ils vont se réaliser eux-mêmes, dernier niveau de la pyramide de Maslow, avec un projet de vie. Et ils vont franchir ces 5 étapes en 15 jours. Alors justement, je voudrais revenir à ce que tu viens de dire. Tu dis ils vont avoir faim, ils vont avoir froid, peut-être même d'autres choses. Moi, ça me fait penser à un stage de survie, en fait, quelque part, quoi. Mais est-ce que c'est vraiment le terme ou Non, absolument pas. Ils auront de quoi se nourrir, ils auront tout ce qu'ils veulent, mais je répète, pour autant qu'ils conscientisent le besoin et qu'ils posent une demande. S'ils ne demandent rien, ils ne recevront rien. Mais s'ils demandent d'avoir quelque chose, et s'ils le motivent par rapport à un intérêt collectif et individuel, et que ce n'est pas dans un côté destructeur pour la planète, hein, ils pourront le recevoir. Donc, ils auront de la farine, de l'eau et du sel pour faire du pain, il y a un four à pain, il y a une toilette sèche, tout ça on leur donne, c'est pas le problème. Donc, ils ne mourront pas de faim, ils ne devront pas aller cueillir des orties, enfin, ils peuvent le faire, mais c'est pas forcément la survie. Ce serait leur choix de le faire s'ils le désirent, mais nous n'imposons rien. Mais ils auront tout ce qu'il faut. Donc, c'est pas un camp survivaliste, loin de là, mais l'environnement est sauvage. Et pourquoi ? Parce que ce retour à la nature est une partie importante du psychisme. Si on quitte
son confort quotidien, on quitte son smartphone et tout ça, on revient à des fondamentaux quelque part. Et se reconnecter à la nature, pour moi, est une voie assez facile de le faire quelque part. Voilà. Juste pour l'anecdote, il y a aussi des chevaux qui sont là dans le terrain, qui sont en totale liberté. Et ces chevaux sont dans le groupe comme les participants. C'est assez extraordinaire de voir ces chevaux qui sont là. On fait un tour de parole, les chevaux viennent dans le cercle de parole. Et à la fin du cercle, ils repartent vivre leur vie. C'est extraordinaire. Quand il y a un jeune qui fait un processus sur lui-même pour affronter ses peurs, les chevaux viennent soutenir la personne pour transcender ses peurs. C'est extraordinaire. C'est ce qu'on appelle de l'hypo- ou équithérapie, mais que nous pratiquons de fait sans même rien demander aux chevaux. Ils sont là. Ok, alors ça c'est assez incroyable. C'est la première fois que j'entends ça, notamment dans le domaine de l'équithérapie, où c'est quand même plutôt orienté. Là, donc, ils sont en liberté et finalement, ils font aussi le job, quoi. Donc, Absolument. Et c'est vraiment incroyable parce que quand il y a un jeune qui a plus d'émotions un peu compliquées à gérer, le cheval vient près de ce jeune spontanément. Il fait quelque chose d'incroyable et ce jeune parvient à gérer ses émotions. Vraiment, vraiment. Et dès que le boulot est fait, le cheval s'en va. Ok. Voilà. Tu parlais qu'il y avait une équipe qui les entoure. Cette équipe, c'est combien de personnes? C'est quoi leur profil? C'est très, très diversifié. C'est ouvert à tout le monde, tant pour participer que pour animer. Il y a une formation que je prodigue pour aller leur apprendre les principes de Tamagoria, la pédagogie de base, mais c'est ouvert à tout le monde et le profil est très, très diversifié. On a un enseignant, un ingénieur civil, plein de personnes de différents horizons qui ont tous cette volonté conjointe de transmettre non pas un savoir qu'ils auraient eux-mêmes, mais une ouverture d'esprit, si je puis dire. Voilà. Personne ne prétend avoir la vérité, loin de là, au contraire, mais chacun est prêt à partager son vécu, son expérience. Et modéliser, en fait. Quand quelqu'un d'adulte vient pour dire devant ces jeunes « j'ai un souci, j'ai une blessure, j'ai des émotions et je m'autorise à les partager devant vous », ça incitera ces jeunes à faire pareil. C'est ça que cette équipe vient faire, en fait. Voilà. Et mon rôle, c'est de leur apprendre à le faire dans un sens de modélisation et de partage constructif, mais l'équipe en elle-même est assez autonome pour le faire. Et donc, ils viennent de partout, selon leur motivation, et ils sont bienvenus. Et combien de personnes? Alors, 6 personnes pour l'instant, et ça change d'année en année. Certains viennent une année, pas la deuxième, d'autres arrivent, et puis il y a un aller et venu aussi, comme pour les participants, pour les jeunes. Okay. Mais donc, il y a 6 personnes qui sont là pour l'instant. Ok. Tu nous as pas parlé de la genèse en fait de ce projet. Tu disais que tu procrastinais pour le mettre en place, mais en fait tu nous as pas dit de comment c'est né dans ta tête. Est-ce que c'est lié d'une observation, de voyage? Est-ce que tu peux nous expliquer? Il y a plusieurs sources. Bon, j'ai été animateur scout pendant très très longtemps. J'ai contribué à gérer un mouvement scout et j'ai constaté que dans ce mouvement il y avait un élément qui me perturbait, c'est que c'est quand même très hiérarchisé. C'est-à-dire qu'il y a un chef, un sous-chef, bon, je paraphrase un peu, mais c'est vraiment ça l'idée. Et puis, il y a un programme d'activité préétabli que tout le monde doit suivre sans discuter quelque part. Et donc, autant les valeurs du scoutisme sont extraordinaires, les valeurs de respect, de partage, que j'adore et je défends ça à 200%, autant je trouvais intéressant, dans mon histoire au sein de ce scoutisme, de faire la même chose, mais sans la hiérarchie et sans le programme préétabli. C'est une des sources. Une seconde source, c'est mes voyages dans le monde entier. Pendant près de 10 ans, j'ai été dans différents pays pour des projets humanitaires. J'étais dans beaucoup de pays. Et chaque fois, j'ai été accueilli là-bas avec un amour, un bonheur, un plaisir extraordinaire. Des gens qui n'ont rien du tout, qui crèvent de faim et qui vont faire tout ce qu'ils peuvent pour m'accueillir, pour m'héberger chez eux, pour partager leur vécu. Ça m'a vraiment donné d'abord le sens de la tolérance absolue partout où j'allais et le fait que moi aussi, je devais faire ça. Pouvoir accueillir des gens, soutenir des gens inconditionnellement et rendre à d'autres ce que j'ai reçu dans ces voyages, dans ces missions à travers le monde. Et donc, c'est une seconde source. Pourquoi est-ce que chez nous, en Europe, on ne pourrait pas faire pareil, accueillir les gens tels qu'ils sont, sans jugement, juste accueillir et les aider, les soutenir s'ils le désirent, à progresser dans leur vie.
Voilà, c'est une seconde source. Et il y a une troisième source que j'aime citer, c'est l'école de Cléreide en Belgique. C'est un village qu'un enseignant a créé, où des jeunes viennent aussi un petit peu en toute liberté, vivre différents stages, différentes expériences. Et ces enfants-là, c'est de 5-6 ans jusqu'à 18 ans, sont aussi quasiment autonomes et s'organisent eux-mêmes. Bien sûr, là, il y a un programme, mais il y a quand même beaucoup d'activités où ils sont libres. Et ça se passe extrêmement bien, en douceur, dans une vraie solidarité. Et ça m'a inspiré beaucoup pour créer Tamagoria. Est-ce que tu as une idée si des lieux comme tu viens de le citer existent j'imagine que tu n'es peut-être pas le seul en France à proposer une approche comme celle-là. Alors moi, je n'avais pas forcément entendu l'équivalent de ce que tu fais, mais je sais qu'il y a quand même des écoles, des centres qui tendent quand même plus ou moins dans cette direction, mais c'est pas quand même vraiment ce que tu fais, quoi. Est-ce que tu as une idée? Est-ce qu'il y a un réseau, tu vois, d'organismes un peu comme le tien, comme cette école? Parce que je trouve qu'il y a un manque cruel d'informations autour de ça, quoi. Les gens sont pas au courant. Enfin, je pense qu'une grande majorité des gens sont même pas au courant, en fait, de ce type de démarche, quoi. Effectivement, il y a plusieurs expériences comparables ou pas. C'est une question assez délicate à trancher, mais en général, tous les stages ou expériences que moi je connais, que j'ai pu découvrir par ailleurs, il y a quand même chaque fois un programme. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va transmettre une compétence, une connaissance, un savoir-être ou un savoir-faire, mais selon un programme assez structuré. Et je ne connais pas d'équivalent à Tamagoria, où en fait c'est un espace, un univers mis à disposition, et les participants qui eux-mêmes en feront un monde, où nous sommes disponibles pour partager plein de choses, mais il n'y a rien de préétabli. Et c'est ça qui pour moi, la valeur ajoutée particulière de Tamagoria, c'est le participant qui va recevoir ce qu'il est venu chercher, quoi que ce soit. Et c'est mon engagement aussi. Si quelqu'un a une demande particulière et que je n'ai pas, moi, la réponse ou la compétence pour lui prodiguer, je ferai appel à quelqu'un qui l'aura. Donc, si quelqu'un désire apprendre à faire du pain, par exemple, et que j'estime que je ne suis pas à même de pouvoir le lui apprendre, je ferai venir un boulanger pour lui apprendre à faire du pain. Et ce boulanger va venir, non pas pour dire comment il faut faire du pain, mais pour dire comment lui fait du pain. Ce qui est très différent, d'accord ? Il ne prétend pas avoir la vérité du tout. Simplement, voilà comment moi je fais du pain, je vous montre comment je fais, je vous aide à le faire une première fois, et puis après, apprenez à faire votre propre pain. Voilà. Et c'est pareil pour tout. Pour construire une cabane, pour n'importe quel besoin, quelqu'un peut venir pour leur montrer ou les éclairer sur une façon de faire, mais pas plus que ça. Le reste, ils devront, par l'expérience, acquérir, par essai, par erreur, se débrouiller, progresser. Et peut-être que la première fois qu'ils feront du pain, le pain sera dégueulasse ou immangeable, c'est pas grave. Simplement, ils auront appris par l'expérience comment faire différemment la fois suivante, et ainsi de suite. Et c'est pas que des besoins fondamentaux du genre physiologique, c'est aussi pour apprendre à coopérer, à dialoguer, à être en connexion, pour apprendre à avoir une estime d'eux-mêmes qui soit positive, vraiment apprendre à s'auto-valoriser. Beaucoup de gens arrivent très très humbles, trop modestes en fait. Ils n'osent pas dire qu'ils sont bons. Ici, on va vraiment les pousser à se mettre en avant, pas pour être prétentieux, loin de là, mais pour se reconnaître leurs propres valeurs. C'est ça qui manque, je pense, beaucoup dans le monde actuel, en tout cas occidental, européen. On nous apprend à être humble, à être modeste, mais pourquoi ? Montrez-vous tel que vous êtes. Et vous êtes tellement beau, vraiment, c'est ça qu'on leur montre, qu'on leur propose de faire. Et chacun a ses différences, ses façons de faire, façons d'être, et tous ensemble, nous créerons un monde meilleur. Nous sommes bien d'accord. Est-ce que tu t'attelles à faire en sorte que les groupes soient assez homogènes en termes de filles et de garçons, ou ça se fait comme ça naturellement, en fait, en fonction des inscriptions ? Il n'y a aucune sélection pour autant que la motivation soit bonne. D'accord ? Donc, il y a une interview avant la participation au stage. Pendant 1 heure, on échange pour aller vérifier qu'ils aient bien compris l'esprit et la manière dont le stage se déroulera, et pour vérifier que leur motivation soit vraiment adaptée à ce stage. Mais il n'y a pas de sélection a priori. D'accord ? Et c'est en fonction de qui s'inscrit. Il n'y a pas de quota, il n'y a rien du tout, c'est ouvert à tout le monde. Mais dans les faits,
il y a eu chaque fois un équilibre en fait entre les garçons et les filles pour l'instant, et on verra bien. Tout ça est bienvenu, et je crois à ce miracle que les choses se mettent en place et que les personnes qui doivent y être y seront. Oui, bien sûr. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous donner, j'imagine qu'il y a un coût, non, pour participer à ce type de stage. Ça représente un coût, une enveloppe de combien, par exemple, pour un jeune qui aimerait venir pendant les 15 jours? Alors, en fait, je pratique l'économie du don. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prix imposé. Le stage est gratuit, en fait, à la base. Mais la Fondation Tamagoria qui finance ce stage reçoit bien volontiers des dons. Et donc, c'est à chaque participant d'estimer ce qu'il est prêt éventuellement à donner à la Fondation, qui elle-même utilisera ses fonds pour aller financer le stage. Mais il n'y a pas de montant préétabli, et vraiment, ça dépend de chacun. Donc, vraiment, je ne répondrai pas à la question précisément. J'estime qu'il est important que chacun fasse un don, effectivement, hein, ça me paraît normal, mais il y a plein de manières de faire un don aussi, pas forcément financièrement, il y a d'autres manières de le faire, pas forcément à Tamagoria, à d'autres causes éventuellement, mais qui est une sorte d'échange ou de partage. Ce que j'ai reçu, je vais le partager avec d'autres. Voilà. Mais effectivement, la Fondation a besoin de financement aussi. Logiquement, hein. Ce stage coûte de l'argent à la Fondation, c'est vrai, c'est un fait objectif. Et donc, tout don est bienvenu et on invite chaque participant à y réfléchir, en tout cas, en conscience. D'accord. Ce qui veut dire que toi aussi, tu vas démarcher des investisseurs privés. Imaginons là ce soir ou plus tard, quand on va nous écouter, il y a des gens qui ont envie de t'aider, tu vois, d'investir. Tu acceptes, j'imagine, ce qu'on appelle les business angels, des fonds d'investissement ou autres? Oui et non. Du mécénat est bienvenu, mais il n'est pas question d'aller dogmatiser Tamagoria pour aller rentabiliser un fonds d'investissement, par exemple. Donc, si une personne fait un don à la Fondation, elle est bienvenue. S'il y a un intérêt marketing derrière, je serai bien plus prudent. Hein. Il n'est pas question d'aller faire la promotion d'une marque parce que cette marque aurait fait un don à la Fondation. Ça, je refuserai. Par contre, il y a plusieurs mécènes qui font des dons à la Fondation, des montants assez importants pour certains, qui me permettent de faire que ce stage existe. D'accord, ok. Oui, parce que j'imagine que si tu veux le dupliquer, là encore, on a besoin de financement. Imaginons tu veux un centre dans d'autres villes en France ou dans d'autres coins en France, forcément il faut quand même des fonds. Ça c'est mon côté un peu cartésien. Et donc je me dis oui. Alors si c'est un principe de mécène, oui, a priori ça peut fonctionner. Mais ouais, je trouve que voilà, s'il y a des mécènes qui nous écoutent, donnez un coup de main à Philippe. Merci de l'appel, en tout cas. Il y a un site web où c'est repris. Il y a un compte bancaire pour faire un don. Et bien évidemment, le don peut être lié à un contact pour un échange et pour pouvoir partager l'énergie et les valeurs de Tamagoria. Mais je ne peux pas accepter d'être lié à une promotion commerciale. Hein. C'est pas ça l'objet de Tamagoria, au contraire. C'est plutôt pour aller partager des valeurs et pas des produits. Alors, j'ai deux questions là que je vois passer dans le flux des questions. Il y a Fleury Nathalie qui nous demande est-ce qu'il y en a certains qui témoignent? Ce serait intéressant, si ce n'est pas déjà fait, d'avoir des témoignages, ouais. Tout à fait. Alors, sur le site tamagoria.eu, il y a une page de témoignages de participants de 2021-2022, très émouvant d'ailleurs comme témoignage, et de leurs parents parfois aussi qui ont témoigné en voyant leur enfant revenir, enfin enfant adulte, mais revenir après, transformé. C'est vraiment émouvant de lire ces témoignages ou de les écouter. Allez-y sur le site, ça vaut la peine. D'accord. Donc ça veut dire que tu dis écouter, donc il y a des témoignages audio ou vidéo? Oui, c'est ça, en texte ou vidéo. Tout à fait. D'accord, ok, ouais. Super. Et il n'y a aucune censure sur ces témoignages, chacun est libre de partager ce qu'il veut. Donc on a vraiment repris in extenso les témoignages de ceux qui ont bien voulu le faire. Ok. Il y a Fatia aussi qui nous pose une question. Elle nous dit merci pour le partage de cette approche centrée sur la personne. Avez-vous besoin de bénévoles pour mener à bien ces stages? Des bénévoles, oui. Je dirais que d'abord... venez au stage pour le vivre une première fois, hein, okay. D'abord. Et même ensuite, en tant qu'adulte? Pour l'instant, c'est 16-26 ans. Pourquoi? Parce que faire 16-40 ans, il y a une trop grande différence d'âge dans la première étape, si je puis dire. Par contre, il y a une forte demande pour les adultes, et l'idée, c'est qu'en 2024, on fasse un stage pour adultes aussi.
Voilà. Oui, c'est Soit en même temps, sur le même terrain, mais dans 2 socles différents, soit à des dates différentes, on verra bien. Mais il y a une vraie demande pour des plus âgés que 26 ans, mais j'estime que lorsqu'on a 16 ans et qu'on veut vraiment se développer et grandir, il est aussi important de se trouver entre pairs du même âge, de la même tranche d'âge. Hein. C'est pas un rejet d'autres tranches d'âge, loin de là. Et le modèle veut être transgénérationnel. Mais ce stage-là en particulier, j'ai estimé par l'expérience, c'était mieux d'avoir des tranches d'âge assez homogènes. Mais j'ai beaucoup de demandes d'adultes qui ont 35, 40 ans pour faire ça aussi. Et donc, je suis en train de construire, de réfléchir sur comment faire. Et je ne peux pas m'engager, mais j'ai vraiment l'énergie de le faire en 2024, une version adulte aussi. Ça ne m'étonne pas. Et justement, s'il y a des personnes qui veulent t'aider d'une manière ou d'une autre, comment elles font? Qu'elle me contacte déjà, et puis on échangera, on verra bien. Je suis ouvert à tout soutien, collaboration, mais j'insiste, pour ceux qui ont l'âge, en tout cas 16, 26 ans cette année-ci, venez d'abord au stage pour le vivre une première fois, pour voir ce que c'est, avant de vouloir bénévolement ou pas collaborer. Et ensuite, rejoignez l'équipe d'animation. Et ça passera par une formation qui a lieu chaque année maintenant, où on pourra partager et apprendre la pédagogie Tamagoria. Et puis, en fonction des énergies de chacun, je suis vraiment ouvert à tout. Il y a aussi beaucoup de choses à faire sur le terrain pour préparer, parce que ça l'air de rien comme ça. Mais il y a beaucoup de préparation matérielle derrière. Et donc, il y a un potager à faire en permaculture, il y a des cabanes à construire, il y a plein de choses. Et donc, le bénévolat peut être ça aussi. Donc, venir durant l'année pour m'aider à construire ce monde, matériellement parlant, sur place. Il y a un four à pain à réparer, il y a une grange à aménager, il y a une serre qui est sur place qu'il faut réparer et faire démarrer. Donc, il y a beaucoup de choses à faire potentiellement. Donc, je suis vraiment ouvert à toute proposition. Ok, donc en fait, le plus simple, si je résume, c'est d'aller sur tamagoria.eu. Voilà, .eu ou .net, il y a 2 sites qui sont équivalents. Et il y a une page pour un contact, il y a un téléphone, il y a un email, il m'appelle, il m'envoie un mail et je répondrai bien volontiers, avec grand plaisir. Ok, super. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Philippe, pour cet échange et félicitations pour ce que tu mets en place. C'est vraiment chouette de savoir qu'il y a des initiatives comme ça pour les jeunes et bientôt aussi pour les adultes. En tout cas, moi, ça me séduit et peut-être que je ferai partie de ces adultes. Donc, n'hésite pas à me tenir au courant. J'aime beaucoup, en fait, cette idée. Tu sais, il y a pas si longtemps, je crois que ça remonte à moins d'1 an, avec des amis très proches. On a envie de vivre une expérience qui est assez éloignée de ce que tu fais, mais pas trop loin. On a envie de vivre, tu sais, d'être totalement autonome, c'est-à-dire de venir juste avec un Opinel, par exemple, en pleine nature, d'être avec un gars, en fait, qui va nous expliquer comment survivre, entre guillemets, pendant 3, 4, 5, 6 jours en pleine forêt, par exemple. Parce qu'en fait, j'ai envie de me mesurer à moi-même, justement. Tu vois, c'est une partie de moi que je connais pas. Et je me demande, en fait, comment je pourrais réagir sur le manque de faim, le manque de sommeil, le froid, et tout, etc. Et je trouve que c'est un bon outil qui peut paraître extrême peut-être dans la tête de certains. Donc, je pense qu'il faut être prêt pour le vivre, mais qui te permet justement encore mieux de te connaître, d'être confronté vraiment à des zones de limite. Et donc, ce que tu proposes, évidemment, c'est assez éloigné, mais quelque part pas trop, quoi. Donc, moi, peut-être que ça pourrait m'intéresser. Voilà. Oui, je partage ce point de vue. Il y a quand même des points communs, mais c'est pas un camp pour survivre en pleine nature sans rien, mais quelque part, il y a une logique de revenir à des besoins fondamentaux. Et donc, effectivement, on n'a pas besoin de toutes ces fioritures du monde réel, technologique ou autre. On peut vraiment passer 3 jours, 15 jours dans un environnement sauvage sans rien et survivre très, très bien, en fait. Et donc, et dans le groupe, il y a souvent un ou l'autre qui a des compétences en plantes sauvages, comestibles, ou en d'autres techniques de survie, qu'ils viennent les partager dans le groupe, ça plaira à beaucoup aussi. Donc, tout est possible. Voilà. Ouais, tout dépendra des gens qui sont là, des énergies qui sont là, et chacun ses compétences. J'insiste, montrez vos talents, chacun en a, c'est l'occasion de les partager. Tout à fait. Moi, c'est ce que je vis de mon côté assez régulièrement. Je pars souvent en bivouac en pleine nature, seul, soit une nuit, soit plusieurs nuits, parce que je rejoins totalement ce que tu dis, notamment pour les bienfaits de la nature, quoi. Je sens que j'ai vraiment besoin en fait de ces moments et assez régulièrement. Mais ce qui m'intéresse encore plus dans ta démarche, c'est cette dimension de groupe. Et voilà, parce que quand tu vis seul, l'expérience c'est extrêmement puissant aussi. Mais je trouve qu'avec dans une dimension de groupe, ça rajoute quelque chose qui est très intéressant, justement dans le lien social et dans tout ce que ça apporte. Merci beaucoup Philippe encore pour cet échange.
Grand merci à toi, Julien. C'était un plaisir. Avec joie, et puis plein de bonnes choses pour la suite. Ça va, à bientôt. Bonne soirée. Ciao, ciao. Bonne soirée. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous, que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.